avec Monsieur Norbert Yamba Yamba, président de la nouvelle vision panafricaine. Il est là avec nous. Monsieur Norbert Yamba Yamba, soyez le bienvenu. Merci bien, merci pour l'invitation. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui concerne bien sûr l'opposition, mais en général le processus électoral RDC élection, les nerfs préalables de l'opposition. Professeur Fortina Kondanda, vu que vous êtes dans l'opposition, vous avez posé le 9 préalable à la CENI pour participer aux élections. Pourquoi les nerfs préalables? Vous cherchez toujours des problèmes, même là où il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le journaliste. Je ne parle pas nécessairement au nom de l'opposition, parce que je n'ai pas été délégué par l'opposition pour parler de ces 9 préalables. Mais je veux parler en tant qu'opérateur politique, en tant que président d'un parti, comme venait de le dire, Alliance nationale de libéraux du Congo, et en tant que membre à part entière du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, ceux qui détiennent encore l'esprit de Tshisekedi et qui sont décidés à le défendre jusqu'à la fin de notre carrière politique. Les 9 préalables, ce n'est pas une invention de l'opposition, comme on prétend le dire. Ce sont des problèmes réels qui existent, mais que l'opposition suppose pour que les choses marchent bien. Les élections n'est pas une solution définitive ou durable pour la République démocratique du Congo, mais il y a des problèmes qu'il faut résoudre pour que ces élections se déroulent dans un climat de confiance, de compréhension, d'amour. Je ne veux pas parler de transparente, non, d'amour, parce que nous sommes tous des Congolais. Celui qui gagnera les élections est un Congolais, celui qui les perdra est un Congolais. Mais à partir du moment où il y a des préalables, il y a des problèmes qu'il faut résoudre en amont, je pense qu'il est préférable de le faire. À ce moment où certains Congolais sont exclus et qui ne peuvent pas participer aux élections pour une raison ou une autre, à ce moment-là, on n'a pas le climat de confiance. On n'a pas le climat qui réunit tout le Congolais pour que, enfin, les objectifs poursuivis de faire de ce pays un pays où il fait beau vivre, je pense qu'il y a lié qu'on parle de certaines choses avant le 23 décembre. Selon vous, les 9 préalables, c'est quand même le préalable important qu'il faut y tenir compte, parce que cela permettra à ce qu'il y ait de bonnes élections, si je peux vous synthétiser. Je pense que c'est une idée vraie. Je ne dis pas que les 9 préalables sur la fin du monde, ou c'est le virage de la République démocratique du Congo dans un bonheur indéterminé. Mais du moins, ce sont des problèmes parmi lesquels il faut résoudre pour que les élections se déroulent dans un climat plus ou moins favorable. Voilà. Monsieur Norbert Yamba Yamba, vous êtes président de la nouvelle vision panafricaine. Monsieur Norbert Yamba Yamba, parmi les 9 préalables, il y a un problème criant. Les opposants parlent aussi de la machine à voter, un problème qui n'arrange pas l'opposition congolaise. Êtes-vous de même avis avec que la machine à voter pose problème? Vous m'avez bien présenté. Je suis panafricaniste. J'ai toujours pensé que l'Afrique, l'unité de l'Afrique, doit être à la base du développement, de la prospérité des citoyens africains. Et donc, dans les 5 régions de l'Afrique, le nord, le sud, l'est, l'ouest et les centres, il n'y a que les centres qui est à genoux. Il se fait malheureusement que c'est le Congo-Kinshasa qui reste la locomotive et qui reste bloque aujourd'hui le développement de l'Afrique. Il est tout à fait normal, parce que les Africains nous entendent, que nous ayons des élections apaisées. Des élections qui nous permettent véritablement de choisir des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Et le vrai défi aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Il me semble que les années antérieures ont donné une expérience malheureuse. Il ne faudrait pas que l'on continue la même chose. Et pour y arriver, il faut véritablement que les gens se mettent d'accord sur un certain nombre de choses stratégiques. Parmi ces choses, il y a la machine à voter, qui fait aujourd'hui l'objet de discussions, l'objet de contestations.
les deux parties à présence ne sont pas mises d'accord pour que véritablement cette machine soit utilisée. Et là, sincèrement, parce que il y a des gens qui émettent du doute. Or, les élections ne doivent pas être essentiellement réalisées par la majorité. Il va falloir que, aujourd'hui, plus que jamais, qu'une discussion franche soit mise sur la table pour que, véritablement, on puisse, ne serait-ce que rassurer l'opposition en quelque sorte en enlevant cette machine qui fait aujourd'hui l'objet de suspicions. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez sur cette question de machine, on a l'impression qu'il y a une sorte d'alliance stratégique entre la majorité et la CENI. Vous voyez les démons partout, du moment que les gens de la majorité pensent qu'avec la machine, ils sont prêts pour aller toujours aux élections. On ira aux élections. Ils ont tenté de croire que l'opposition n'ira pas aux élections, elle va boycotter. Malheureusement, ils se sont retrouvés dans une situation où l'opposition décide d'y aller. Mais le problème qui se pose, c'est de dire, faut-il aller avec la machine? Nous disons non, parce que cela n'a jamais été à l'ordre du jour. Lorsque vous regardez le calendrier, tel n'a jamais été question. Et donc, si le cycle 2006-2011, 2011-2016 ont été réalisés avec, n'est-ce pas, un travail manuel, écoutez, il faut y revenir pour qu'on rassure les uns les autres, encore qu'il faut internaliser les mécanismes d'application de ces machines qui restent relèvent d'une intelligence digitalisée. Moi, j'ai dit, pour l'instant, non seulement notre peuple n'est pas à mesure de comprendre les enjeux, mais aussi l'opposition émet des doutes. Il faut enlever cette machine. Vous parlez de la population congolaise. Apparemment, c'est comme si vous estimez que la population, elle n'est pas quand même capable d'aller utiliser cette machine. Non, mais écoutez, mais même il faut aller dans leur bureau, là. Il y a des ministres qui ne savent même pas ouvrir un ordinateur. C'est très clair. Je travaille pendant une dizaine d'années avec les gouvernements, les conventions, etc. Je côtoie beaucoup d'amis qui sont opérationnels dans ce secteur-là. Écoutez, mais moins sont ceux qui maîtrisent l'intelligence. Selon vous, M. Norbert Yamba, que ça va poser un problème parce que la machine, elle sera un problème pour l'utiliser. Voilà, M. Kandanda, professeur Kandanda, en quoi la machine à voter pose problème? Et là quoi? La machine à voter pose comme premier problème, il n'a pas été obtenu par consensus. Les deux partis ne se sont pas entendus pour qu'il y ait une machine à voter. Lisez le texte, la loi électorale. Il prévit une certaine période, je pense des 10 octobre, je ne sais pas à quelle date, je ne m'attendais pas à cette question. Il était prévu qu'il y ait confection de bulletins de vote. Le bulletin de vote, c'est ce qui est prévu dans la loi électorale. Ça, c'est la première notion qu'il faut retenir. Donc, l'opposition ne s'attendait pas à une machine à voter. Deuxième élément, cette machine à voter ne rassure pas. Parce qu'en fait, au moment où on a invité les uns et les autres pour tester un peu cette machine, il s'est avéré que la machine pose problème. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis de ceux que mon ami et mon frère Nanga avait invité dans la salle Malou, dans le siège de la CENI. Je suis de ceux qui voulaient tester cette machine, mais une personne avant moi, la première machine, parce qu'il y en avait deux, la première machine, on nous dit, la cartouche est terminée. On va à la deuxième machine, on sort le premier papier. D'abord, quand on vous montre la machine, c'est en couleur. Lorsqu'on doit tirer le papier de ces photos que vous allez choisir pour élire, ça sort en noir et blanc. Et à cette deuxième machine, dès qu'on tire la première feuille, à la deuxième, on dit il n'y a plus de cartouche. J'ai dit bien, on ne m'a pas dit, j'étais là présent. C'est une histoire vraie? Une histoire vraie, nous étions invités au mois, je ne me rappelle pas très bien, au mois de juin, j'y ai par Norbert Nanga, Corneille Nanga dans la salle Malou. Je suis parti très inquiet. Là, on est en train de voir la machine en question, voilà. Je suis parti très inquiet, moi qui, au niveau où je me trouve, je me suis rendu compte que cette machine n'était pas facile, parce que déjà le deux dames choisi pour manipuler ces machines tâtonnaient sur le bouton. Personnellement, je manipule l'ordinateur. Mais est-ce que tout le monde sait manipuler l'ordinateur? Là, c'est plus loin. Prenez les appareils de communication que nous avons. Combien de personnes savent manipuler ces appareils de communication? Si ce n'est pas seulement appuyer sur le bouton, oui, c'est tout. Il y en a qui ne savent pas comment entrer dans le WhatsApp, comment entrer dans les Facebook. Donc, le problème fondamental est que la machine à voter n'a jamais été une question pour les élections du 23 décembre 2018.
Ça, c'est une affaire personnelle de la CENI. La CENI, je ne cesse de le répéter, la CENI n'est qu'un instrument que les politiciens se sont choisis pour essayer de nous départager en disant qui est élu, qui n'est pas élu. Voilà. Mais la CENI ne peut pas se permettre d'elle-même d'inventer une affaire sans revenir à nous. Merci, professeur. Laissez-moi terminer, monsieur le journaliste. Une minute. C'est une question très importante. Okay. La machine à voter fait problème aujourd'hui et nous disons on ne doit pas rater les élections le 23 décembre 2018 à cause de la machine à voter. Il faut qu'on règle ce problème. Merci. Personne, même la majorité présidentielle, elle aussi, elle ne veut pas rater les élections. Mais monsieur Norbert Yamba, où est partie alors l'indépendance de la CENI? Parce que la CENI, elle est quand même indépendante. Elle a trouvé bon d'utiliser ses moyens pour que les choses soient fluides. Vous savez, c'est une question fondamentalement intellectuelle en fait. L'indépendance de la CENI. La CENI n'opère pas dans une autre planète. La CENI, c'est une institution publique qui a été mise en place, n'est-ce pas, par le président de la République au travers d'une ordonnance. C'est très important. En tant qu'institution publique, sa performance est le résultat de la congruence des idées qui sont libérées par les différentes parties en présence. Et donc la CENI, en principe, c'est l'institution qui est censée organiser les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui a prérogative d'organiser les élections. Mais lorsqu'il y a des doutes, lorsque les politiciens ne se mettent pas d'accord sur la crédibilité du ministère de l'Intérieur, eh bien, les gens préfèrent avoir un organisme indépendant. Indépendant en termes de non-insertion à une obédience. Donc, cette institution est là, justement pour écouter les uns les autres, les partis en présence, que pense la mouvance, que pense l'opposition. Comment on peut recentrer les deux partis pour que véritablement on dégage un consensus qui permet de faire avancer le processus. C'est ça la CENI. L'indépendance ne peut pas dire que le président Corneille entre dans sa chambre, il se sort et il prend une décision. Ah non, qui déplaît naturellement tel ou tel cas. Est-ce que ce n'est pas le cas, je vous relance, est-ce que ce n'est pas le cas parce que Nanga lui dit qu'il est au milieu, il fait ce qui est juste, mais vous l'opposition, vous l'accusez qu'il est de la majorité du moment qu'il est en train d'agir dans son indépendance. Les véritables acteurs autour de ces élections, ce sont les partis politiques. Et ces partis politiques se retrouvent à la majorité comme à l'opposition. Dès lors que le parti de la majorité accepte la machine, et le parti de l'opposition, la vraie opposition, pas des personnes robotisées bien entendu, n'est pas d'accord avec la machine, à cause que la machine n'a pas été intégrée dans le calendrier électoral ni dans la loi électorale, il est tout à fait normal que Corneille Nanga puisse dégonfler, n'est-ce pas, son ego et comprendre qu'on ne peut pas obtenir des élections apaisées démocratiques si véritablement les deux partis en présence ne sont pas d'accord. Alors maintenant, au lieu d'aller par midi à 14h, on peut se dire, écoutez, reprenons l'expérience antérieure, l'expérience de 2006 ou l'expérience de 2011. Personne ne peut s'empêcher de dormir si véritablement on met en place toutes ces deux expériences sur la table. Voilà, Monsieur Fortina Kandanda, président d'un parti politique à Naluko, en 2006 et 2011, on avait utilisé les élections avec le bulletin en papier. Il y avait toujours des contestations, mais Nanga a trouvé bon que cette fois-ci, vu que des élections, il y avait des contestations, et alors cette fois-ci avec la machine, ça va au moins limiter les nombres de dégâts avec la machine. C'est plus mieux, parce que vous voulez que nous puissions revenir avec le bulletin en papier. Monsieur le journaliste, à partir du moment où on ouvre cette machine, on trouve déjà des figures de gens dans cette machine. Est-ce que c'est le cas? Vous avez de preuves? Vous pensez que tout passe par les preuves? Vous avez les preuves de la mort de Jésus, vous, quand vous y croyez. Avez-vous des preuves de la mort de Jésus-Christ? Parce que vous y croyez chaque dimanche, vous êtes à l'église. Monsieur, tout ne passe pas par les preuves. Il y a des preuves tacites. Et il y a des preuves écrites, comme il y a des preuves visibles et des preuves invisibles. Monsieur Nanga vient d'une corporation. Vous parlez de l'indépendance de la CENI. La CENI n'a jamais été indépendante. Parce que quand l'UDPS a demandé qu'on retire le candidat qu'il avait donné à la CENI pour le remplacer par un autre, parce que celui-là ne fait plus partie de l'UDPS. Vous parlez du rapporteur? Je ne sais pas de qui il s'agit, mais vous connaissez qu'il y a un candidat. Jean-Pierre Kalamba. Je veux bien, c'est vous qui connaissez bien son nom. Moi, voilà. Malheureusement, je ne connais pas très bien son nom. L'IDPS a demandé qu'on le retire
On ne l'a jamais retiré. Mais qui refuse qu'on les retire? Et c'est l'UDPS qui a donné son candidat. Il dit, retirez-moi ces candidats. On l'a fait pour les uns, et pourquoi ne pas le faire pour les autres? C'est d'abord là commencent les doutes de l'indépendance de la CENI. Qui a refusé qu'on ne retire pas les candidats de l'UDPS? Commençons par là. Donc, la CENI est inféodée. Quelque part, il y a toujours un responsable qui est invisible, qui donne les instructions à la CENI. C'est à ce titre-là que la CENI s'entête pour dire, moi, c'est machine à voter ou non. Et Nanga s'est permis un jour de dire, sans machine à voter, pas des élections. Mais j'ai l'impression que Nanga n'a pas vécu la situation du premier président de la CENI qui était à l'époque un monsieur Labbé. Comment on en a terminé? Un deuxième, c'était un pasteur. Malou. Comment on en a terminé? Moi, je retiens difficilement le nom des gens, parce que je retiens que mon nom personnel, après mon nom, c'est le nom de là, vous jetez un mauvais sort à Nanga? Bon, écoutez, je ne jette pas un mauvais sort. Les leçons données doivent servir à la motivation de nouvelles leçons. Moi, en tant qu'enseignant, je pense, quand on est étudiant dans une salle, quand on vient dans une formation, quand on est dans une institution, on doit s'informer comment ça fonctionne, comment mes prédécesseurs ont fonctionné et comment moi je dois le faire. Vous devez le faire pour améliorer, pas pour abuser. Cette histoire des machines, même le peuple le plus ignorant de la République vous dit, je ne veux pas de la machine à voter. Voilà, merci fidèle téléspectateur. Je vous rappelle que sur ces plateaux, je suis avec le professeur Fortina Kandanda Mwele. Il est président d'un parti politique de l'opposition en Alco. Il fait rapporteur à Genval. De l'autre côté, je suis avec monsieur Norbert Yamba, président de la nouvelle vision panafricaine. Eux deux, ils sont de l'opposition. On est en train d'analyser un sujet important, RDC élection, les 9 préalables de l'opposition. Le deuxième point, parmi les 9 préalables, on parle de la décrispation politique. Il y a Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi et les autres, et Félix Sekedi, ils étaient là. Ces points, est-ce que c'est utile? Est-ce que ces points n'étaient pas vidés? Parce qu'il y a Moïse Monidé là, il est le résultat de la décrispation. Mais vous voulez qu'on puisse libérer qui? Même ceux qui ont commis de crimes? Écoutez, moi je pense que il faut véritablement jouer le franc jeu. Et chaque jeu a des règles de jeu, même le jeu du hasard a des règles de jeu. Si le hasard a des règles de jeu, la démocratie doit avoir des règles de jeu. Vous savez que les élections auraient pu intervenir en décembre 2016. Ça n'a pas eu lieu parce que c'était la fin du mandat du président de la République. Les gens ont estimé qu'il faut sauver le pays. Ils sont allés dans une situation extra-juridique où la philosophie et la partie politique devaient sauver la République. C'est sur base de ça qu'il y a eu une réunion qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre, qui a arrêté un certain nombre de dispositions pour décrisper ou dédramatiser les relations politiques. Et parmi ces résolutions, on a parlé de la décrispation pour permettre l'inclusivité véritablement de différents acteurs lors des élections du 23 décembre 2018. Mais alors maintenant, on commence à faire le choix. On n'est pas très honnête et c'est pitoyable parce que ça frise un système de pourriture intrinsèque. On se dit, bon, voilà les figures emblématiques. Voilà les gens qui méritent véritablement d'obtenir tel de l'amnistie. Et puis bon, on sort des personnes en dehors de ceux qui, les gens sont entendus. Et on met en place un arsenal de mesures qui consiste véritablement, visiblement, il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça, que bon, telle mesure a été prise pour bloquer telle mesure a été prise pour bloquer telle, etc. Et on va véritablement vers cette direction. Nous qui avons aujourd'hui besoin qu'on puisse fonctionner autrement parce que le Congo est à genoux par rapport à d'autres pays africains. Et alors maintenant, il faut une décrispation parce que c'est parmi les résolutions, n'est-ce pas, de l'accord de Saint-Sylvestre. Ça, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Et le président de la République, qui a terminé son mandat en 2016, continue jusqu'à aujourd'hui. Il a la légitimité. Selon la Constitution, il doit rester. Selon la Constitution, il doit rester jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président élu aux élections. C'est alors qu'il va laisser le pouvoir. Vous l'accusez de rien. Il est en train de respecter la Constitution, quand même, M. Norbert Bayamba. Vous savez, moi, j'ai horreur dans le pays. J'ai horreur. Je venais de quelque part, j'ai vu comment les Africains sont en train d'avancer. Et je me dis, pourquoi l'imbécilisation d'une élite comme ça Ça c'est fort, monsieur Norbert Yamba. Nous avons quand même les élites quand même dans ce pays.
en fait, c'est à examiner. Ça, c'est un autre débat, voilà. C'est un autre débat, mais je suis désolé. Retournons à la décrispation politique. Le pouvoir en place a déjà fait cela. Moïse Monidé, là, il est dans l'ensemble. Il est le fruit de la décrispation. Roger Lumba, là, également. Il est de l'opposition comme vous. Mais vous voulez quoi? Vous voulez Dieu? Vous voulez l'ange? Vous voulez les diables? Bien comment? Non, mais écoute, il ne s'agit pas de faire des exceptions. J'ai beaucoup de respect pour Moïse Monidé, là. J'ai beaucoup de respect pour Roger Lumbala, etc. Mais ils font partie des personnes qui véritablement devraient être bénéficiaires, n'est-ce pas, de cette résolution. Mais alors, où est parti Katumbi qui devrait venir Antipas Nyamwisi, où sont Mouyambo, Franck Diongo et les autres, etc. Tous ces gens sont quand même des figures emblématiques qui se sont battus dans notre pays et qui méritent respect et considération. Et donc, ils ont quand même une frange de l'opinion qui consiste, lorsqu'ils sont libérés, tout de suite, il y a une sorte de décrispation. Et donc, on a besoin de ça. Ça n'empêche personne de dormir lorsqu'il faut véritablement aller dans cette direction-là. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a un arbitre, on dirait qu'il y a une équipe qui joue le jeu. C'est comme qui dirait en fait que vous êtes sur un terrain de football et vous avez une équipe qui a 22 personnes et une autre équipe avec 6-7 personnes. L'arbitre devient joueur de l'équipe de 22 personnes et donc il y a une confusion avec un déséquilibre. Un déséquilibre total et ce n'est pas du respect pour notre pays, ça ne fait pas de l'honneur pour notre pays et ça fait véritablement, ça donne une image qui consiste à croire que nous sommes sauvages. Non, je retire ça, mais qui consiste à croire que nous sommes des personnes, non, on vit dans l'animalité zéro. Je retire encore ça. Je dis, mais c'est comme si véritablement l'élite n'a pas encore pris conscience de ce que représente, n'est-ce pas, les enjeux, ce que représente la mission et la vocation qu'a Congo pour booster le développement de la Merci, professeur Kandanda. Professeur Kandanda, est-ce qu'il faut vraiment libérer même ceux qui ont commis des crimes, des viols, parlant de Diomindonga, là, il a été condamné, jugé, parce qu'il y a eu un problème de viol. Franck Diongo, il a eu à arrêter les soldats de l'État, des dossiers comme ça, Moïse Katumbi, dossier de parcelles, mais vous voulez que l'État abandonne tout ça, parce qu'au nom de la décrispation politique, vous êtes de l'opposition, mais vous ne respectez pas la loi. Monsieur le journaliste, demander la décrispation politique, ce n'est pas une faveur qu'on sollicite auprès du président de la République. Je pense que c'est... C'est une imposition alors, si ce n'est pas une faveur. Je pense que c'est un droit. Ok. Parce que c'est un droit, l'opposition s'est dit, ceux qui ont été entendus et qu'il n'y a rien dans leur dossier, autant les libérer. Parce qu'ils sont nombreux qu'on a entendus et qu'il n'y a rien dans leur dossier. C'est ce que l'opposition demande. L'opposition ne demande pas les guerres de moustiques. Elle demande quelque chose qui existe. Mais je crains que nous puissions tomber aussi dans l'opposition. Là, c'est un conseil d'amis que je voulais donner à l'opposition. Il ne faut pas qu'on tombe dans les jets de la majorité qui se rend compte que sa machine risque de ne pas être à la hauteur de réaliser leur projet. Maintenant, ils sont en train de pousser l'opposition à boycotter les élections de manière à ce qu'ils en profitent pour dire, bon, parce que l'opposition ne veut plus, alors il n'y a plus d'élections, on reporte à une date ultérieure. Je voudrais ici demander à l'opposition, si, jusqu'à preuve de contraire, le pouvoir ne veut pas libérer les nôtres qui sont en prison, et que les autres ont été écartés dans la course, mais cependant nous en avons qui sont restés dans la course. Il y a mon candidat président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, ou Félix Tshisekedi Tshilombo, j'aime bien commencer comme ça, qui est resté dans la course, qui est un cheval de combat, qui est un cheval capable d'affronter l'adversaire. Je pense qu'à ce moment-là, l'opposition devait réfléchir en termes de dire, pour ne pas tomber dans le jeu de la majorité pour que les élections soient annulées, regroupons-nous autour d'un candidat. Nous allons en parler, candidature commune. Retournons d'abord dans la décrispation politique. C'est prévu dans les 3e points. Voilà. Mais je vous dis, la décrispation politique n'est pas une faveur qu'on sollicite. C'est un droit. Je suis un intellectuel de la sommité. J'ai dit, l'État congolais a entendu tous ces prisonniers que nous réclamons.
Et il y a des prisonniers qui n'ont rien dans leur dossier. J'ai dit le cas de mon ami Diomin Dongala. Je citerai le cas de mon ami Parlez de Franck Diongo. Franck Diongo. Je citerai le cas des uns et des autres. Dommage, je ne suis pas avocat, je ne pas lire leur dossier, mais nous avons suivi les procès. Le tout dernier de Franck Diongo, apparemment dans le dossier, il n'y a rien. Mais ces genres de Congolais arrêtés innocemment. Donc c'est un règlement de compte entre Franck Diongo et le pouvoir en place? Je ne sais pas donner précision pareille, mais je me dis tout simplement, nous avons eu à suivre ces dossiers, il paraît que dans leurs dossiers, il n'y a rien. Comme pièce, il n'y a aucun plaignant. À partir du moment où il n'y a aucun plaignant, même le ministère public n'a pas été capable de prouver de quoi les autres qui étaient poursuivis. Autant le relâcher qui vient nous rejoindre. Ce sont des Congolais comme les autres. Et qu'on puisse passer ces élections dans un climat de paix, de confiance et d'amour, comme je l'ai dit au début de cette émission. Mais quand on veut faire cette demande de l'opposition comme un faux fuyant, comme une raison pour que l'opposition soit traitée de pair, comme ils disent, ils n'ont pas l'argent pour aller aux élections, et ils ont de l'argent pour aller aux élections, ils ont trouvé cet argent où? Voilà, merci Monsieur Norbert Yamba Yamba, vous êtes de l'opposition, vous êtes dans quelle plateforme? Je suis dans la plateforme IDPS et Alliés. Je ne vais pas me cacher. IDPS et Alliés. Donc, vous appuyez votre candidat Félix Tshisekedi comme candidat à la présidence. Parce qu'il le mérite. Voilà. Il le mérite. Parlons de la candidature commune. Bientôt là, les opposants, ils seront en Afrique du Sud pour désigner l'un d'eux. Est-ce que pensez-vous que ça serait possible? Parce que vous là, l'opposition, c'est comme si vous marchez avec les démons à un moment, vous finirez toujours par se séparer parce que ce n'est pas la première fois. Est-ce que ça serait possible? C'est toujours possible. Il y a une volonté de pouvoir réaliser des choses. Vous avez suivi l'analyse du prof lorsqu'il disait que bon, le mécanisme qui a toujours été mis en place par le pouvoir et son allié stratégique qui est la CENI, c'est justement de pousser l'opposition. Éviter les affirmations gratuites comme ça, l'allié du pouvoir, la CENI, vous n'avez pas de preuve quand même. Vous n'avez pas quand même de preuve. Je m'explique beaucoup, je n'entre pas dans les étiquettes, mais je voudrais simplement dire que la CENI est vraiment l'ami fidèle à la mouvance présidentielle au travers des actes qui sont posés, etc. Parce que chaque fois que l'un joue le tam-tam, l'autre commence à danser, etc. et vice-versa. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a une alliance stratégique au travers véritablement ce qu'on est en train d'observer. Voilà, vos propos vous engagent. Okay. J'étais en train de me dire que aujourd'hui, la candidature commune est indispensable. Indispensable parce qu'il faut savoir aussi avoir une intelligence politique pour déjouer, contourner véritablement les mécanismes qui sont mis en place, les stratégies souvent malsaines qui sont mises en place par les adversaires. Pousser les gens au boycott, lorsque les gens ne sont pas prêts au boycott, mais voilà, donc ils continuent à poser des actes parfois incontrôlés. La perspective, c'est de dire l'opposition ne sera pas acceptée, les autres ne sont pas encore là, et voilà, donc ils ne peuvent pas accepter comme il y a eu telle déclaration, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer sur des paliers. Construire une dynamique autour, n'est-ce pas, d'un candidat unique, encore que chaque groupe devra présenter son offre politique, creuser les spécificités, construire un consensus et chercher un personnage avec profil, un background, etc. Aujourd'hui, sincèrement, en termes d'ancrage sociologique, institutionnel et territorial, l'UDPS paraît véritablement le parti qui a n'est-ce pas, des ramifications, des ramifications sur l'ensemble des territoires, qui a mijoté une offre politique pendant plusieurs années, etc., qui a construit un état moral, une attitude, un comportement pour gérer la République de manière à relever le défi. Et je crois que ces atouts lui donnent la possibilité de pouvoir véritablement, cette fois-ci, représenter l'opposition. Surtout que les autres opposants ont été déjà il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, on fait partie des institutions de la République. Peut-être que c'est l'occasion de donner aussi à l'IDPS, la vraie IDPS, la possibilité aussi d'expérimenter ses stratégies, son offre politique, son projet, dans la perspective de pouvoir relever le défi. Donc, avoir un seul candidat, moi j'ai dit, ok, mais est-ce que c'est essentiellement le projet qui est présenté par l'UDPS? Moi j'ai dit non. L'UDPS a un projet, l'UDPS a une offre politique, il faut que les autres aussi présentent les leurs, et sur base d'un atelier, on va devoir construire
pas, un projet, une offre qui correspondrait véritablement aux aspirations des uns des autres. Et c'est cela justement qui va faire représenter l'opposition. Voilà. Président Kandanda, récemment, Félix Tshisekedi, lors d'un dialogue, un meeting, il a dit à la population quinoise et aux combattants que lui, s'il est au pouvoir, il va marcher avec les gens de la majorité présidentielle, il ne va pas les arrêter. Et ça aussi, ça a suscité un peu de débat, surtout à la diaspora. Tout ça, est-ce que Félix, il est crédible? Moubaki disait que Félix mange nuitamment avec la majorité. Quand il dit ça pendant la journée, qu'il ne va pas arrêter les gens de la majorité présidentielle, il va être avec eux du moment qu'auparavant, les autres jugent le bilan de la majorité présidentielle à côté. Monsieur le journaliste, un professeur, c'est un chercheur. Et un chercheur ne rend pas de résultats lorsqu'il n'en est pas sûr. Vous, ce que vous me dites là, ce sont deux choses que moi je n'ai pas l'idée, je n'ai pas entendu, ou j'ai entendu mais je ne fais pas attention. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un jeune homme que je vis. Je le vis grandir, je le vis monter en flèche en politique. Ça c'est tout que je l'ai choisi comme mon candidat président de la République. Et il représente une partie qu'on appelle partie des masses, qui est implantée jusqu'au débit, qui est implantée du débit du fleuve Congo jusqu'à la fin du fleuve Congo. Et de tous ces candidats que nous avons comme président de la République, je vous dis que pour avoir un candidat unique, qui ne pourrait être autre que Félix, je vous dis, il y a des candidats qui sont les candidats de la majorité qu'on a mis là-bas comme candidat président de la République. Ce sont eux-là qui vont nous poser problème des candidats. Là, vous parlez dans l'opposition, il y a des gens infectés là-bas. Vous pouvez ou ne pas le croire, je dis un professeur, c'est un chercheur. Ok. C'est un homme de renseignement, c'est un homme d'information. Parmi les candidats présidents de la République, il y a les candidats qui sont les candidats de la majorité, qui sont dans notre camp. Peut-être eux, ils vont poser le problème des candidats uniques. Mais le véritable candidat président de la République, qui sont de l'opposition, je vous rassure, ils sont à 3 ou 4, ils se mettront autour de la table pour désigner Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. On doit être sérieux et sincère. Vous circulez dans la République, nous nous enseignons, nous circulons. Je vous dis qu'il y a des coins où les gens ne savent pas qu'Étienne est déjà mort. Vous arrivez dans un village, on vous parlez d'Étienne Tshisekedi, vous dites qu'il est déjà mort, nous à Kofi Nante. Alors, quel autre candidat qui pourra se présenter qu'à Soumbales, qui est mieux connu que Félix? Quel est ce candidat qui va se présenter à Mayombe plus loin, qui est connu comme Félix? Mokia est en train de se dire qu'il va aller en solo, il est dans l'opposition avec vous. Gabriel Mokia se sent capable. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, vous connaissez plus ou moins les passés des uns et des autres. Moi, je n'aime pas citer trop le nom des gens parce que je vous ai dit, je connais que le nom de moi-même, si je connais le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que aux élections présidentielles, c'est lui mon candidat, et moi-même, je suis candidat aux élections législatives nationales. Okay. Sinon, je ne connais pas le nom de quelqu'un. Ok, M. Norbert Yamba, vous aussi, Félix Tshisekedi, il est votre candidat, mais ça fait la honte récemment. Koko Nyangi, il est dans la majorité présidentielle, ministre d'Habitat, quelque chose comme ça. Il dit que Félix Tshisekedi, il n'a pas même un diplôme. Félix Tshisekedi a menti aux gens, il n'est même pas universitaire. Tout ça autour de votre candidat, c'est une honte. Est-ce que Félix Tshisekedi remplit les qualités possibles pour être candidat à la présidence? Vous savez, ça fait des années, moi, je travaille et je côtoie beaucoup d'intellectuels. Mais j'ai observé qu'il y a des intellectuels qui ne sont que des abrutis fondationnels. Malgré leur étiquette, etc. Celui que vous... Vous parlez de Koko Nyangi. Je parle je parle de Koko Nyangi, c'est celui... Il a fait ses investigations. Voilà. Si l'échantillon d'un intellectuel ne pouvait revenir qu'à la personne de celui que vous citez, j'ai horreur. Je me poserai la question s'il faut aller à l'université. Attention, attention. Okay. Des gens comme Lumumba sont des esprits, ils n'ont jamais été à l'université. Aujourd'hui, on continue à l'étudier. Il a fait des déclarations. Et c'est connu que ces déclarations sont souvent incendiaires, inutilement inutiles. Félix Tshisekedi a étudié. Et il y a des amis. Moi, je le côtoie depuis près de 30 ans. Je l'ai approché. Nous avons travaillé plusieurs fois ensemble. Pas parce qu'il est fils de Tshisekedi. Mais Félix a conçu un leadership.
a construit une manière de faire, a construit, s'est préparé pour assumer des responsabilités. Et c'est lui qui vous parle, quand même un minimum, et Kokonia le sait, que celui qui parle, c'est un homme rationnel, un homme crédible. Sincèrement, Félix a étudié. Si Félix n'a pas étudié, Kokonia aurait pu entreprendre des démarches pour savoir si effectivement il n'a pas étudié. Quand cela ne tienne, il est candidat, il est là, et il va véritablement compétir. Mais à suivre les déclarations inutiles, en fait, c'est parce que, regardez, je termine par... On est déjà à la fin, vous avez 35 secondes. La capacité d'un intellectuel, c'est pas par rapport à ses déclarations, c'est par rapport à sa capacité de construire et de réaliser des résultats. Et il faut différencier réalisation et résultat. On fait des déclarations de coups de gueule mégaphoniques, mais on ne donne aucun résultat. Et vous allez me dire que vous avez une immensité d'intelligence. Il faut arrêter des conneries, il faut arrêter le théâtre. Il faut aller maintenant dans la direction des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir la puissance de la connaissance. Et cette puissance de la connaissance doit donner... Merci, M. Norbert Mayamba. n'est pas un échantillon. Voilà, merci. C'était votre très dernier mot, Monsieur Président Kandanda. 20 secondes, votre dernier mot par rapport... 20 secondes 20 secondes, votre dernier mot. Ah, je suis bizarre même de dire un dernier mot dans 20 secondes. Parce que vous dites que quelqu'un a fait de déclarations. Malheureusement, moi, je ne le connais pas. J'ai pas de Kokonyangi, voilà. Je ne le connais pas très bien. C'est ça un peu le rêve que j'ai. Je ne le connais pas trop bien. Mais seulement, je voulais vous rappeler une chose. Et ça, je dis à l'intention du peuple congolais. La République démocratique du Congo, depuis le 30 juin 1960, n'a pas encore eu un président de la République qui a franchi l'université. Je dis bien, depuis que nous avons acquis notre indépendance. Le 30 juin 1960, depuis le premier président, le deuxième comme le troisième, on n'a pas encore eu un seul président de la République qui a franchi l'université dans la République démocratique du Congo. Donc, parler aujourd'hui des études de Félix Tshisekedi, je pense que c'est une aberration. C'est tout simplement pour les salir. Parce qu'il est le seul candidat qui, au moment où nous parlons ici, est entre le cœur, et entre le main, et dans le cœur du Congolais. On veut les salir. Ce n'est pas intéressant. Les déclarations qui sont faites, ce sont des choses que moi je n'écoute pas beaucoup. Et les personnes que vous citez, je ne le connais pas trop bien. C'est ça un peu ma difficulté. Voilà. Je connais plus mes étudiants que des gens qui font des déclarations ridicules comme ça. Merci. Je vous laisse me dire aux Congolais que Félix Tshisekedi a étudié. Chacun a un niveau d'études qu'il a fait. Et seulement, la République démocratique du Congo n'a jamais eu un président universitaire. Merci, professeur Fortina Kandanda. Je rappelle, sur ces plateaux, j'étais avec M. Norbert Yamba, président de la nouvelle vision panafricaine. Il est là, il était là avec nous. De l'autre côté, j'étais avec le professeur Kandanda. Il est président d'un parti politique en Alco. Il fut rapporteur à Genval. Il était là avec nous. Nous avons eu à aborder un thème important, RDC élection, les 9 préalables de l'opposition. On essaie un peu d'aller dans tous les sens pour que vous soyez fixés par rapport à l'actualité de la semaine. Nous vous disons vraiment merci et restez fidèles à nos programmes. Un grand merci à mon directeur de programme, Abralay Dickens, parce qu'il était toujours au four et au moulin pour que nous puissions vous parvenir à la maison, ainsi que à notre AG pour la confiance. Merci. Ciao.